Mon père a envoyé un message, nous avons décidé de couper les ponts. Ne te montre plus nulle part, jamais. Ma sœur a réagi au message avec un cœur. J'ai répondu, parfait. Je retirerai mon nom de tous les prêts demain. À minuit, la conversation de groupe était remplie de cris en majuscules. Je m'appelle Avery Collins. J'ai 31 ans. Et le moment où tout a finalement basculé ne s'est pas produit lors d'une dispute spectaculaire en face à face. Cela s'est passé alors que j'étais assise à mon bureau à Tampa, fixant une salade que je n'avais pas touchée et essayant d'ignorer le mal de tête qui montait derrière mes yeux. Mon téléphone s'est allumé avec un message de mon père. Il disait que la famille avait décidé de couper les ponts et que je ne devais plus jamais me montrer nulle part. Quelques secondes plus tard, ma sœur y a réagi avec un cœur, comme si c'était drôle ou définitif, ou les deux. Je l'ai lu 2 fois, peut-être 3, puis j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Pas de panique, pas de chagrin. Du soulagement. Car lorsque les gens pensent pouvoir vous effacer avec un seul message, ils oublient généralement tout ce qui est encore lié à votre nom. Alors, j'ai répondu en une seule ligne et j'ai posé mon téléphone. Je lui ai dit que c'était parfait et que je commencerais à retirer mon nom de chaque prêt le lendemain matin. C'est à ce moment que le silence s'est rompu. À minuit, la conversation de groupe familial explosait si vite que j'avais du mal à la lire. De longs paragraphes de colère, tout en majuscules. Les reproches fusaient dans toutes les directions, sauf la seule où ils auraient dû aller. Soudain, j'étais cruel. J'étais égoïste. Je détruisais la famille. Ce qu'aucun d'entre eux ne voulait dire à voix haute, c'était la vérité. Pendant des années, j'avais été la solution discrète derrière leur vie. La signature sur la cote de crédit fiable, la fille dont ils pouvaient se moquer au dîner et qu'ils pouvaient quand même appeler à la seconde où un paiement était dû. Ils pensaient que me couper les ponts me ferait rentrer dans le rang par peur. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de m'offrir la sortie la plus nette que j'aurais jamais pu espérer. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après l'ouverture des banques le lendemain matin et pourquoi ce simple message s'est transformé en l'erreur la plus coûteuse qu'ils aient jamais commise, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est, là où vous êtes en ce moment. Le lendemain matin, j'étais sur le parking de ma caisse populaire avant même qu'ils ne déverrouillent les portes d'entrée. J'avais mon sac d'ordinateur sur une épaule, un dossier de relevés imprimés sous le bras et 9 appels manqués que je n'avais toujours pas écoutés. Pour la première fois depuis des années, je ne venais pas pour régler leurs problèmes. Je venais pour m'en séparer. Cette différence comptait plus qu'aucun d'entre eux ne le comprenait. Quand je me suis assise en face du conseiller en prêt, je ne lui ai pas raconté l'histoire de ma vie. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement fait glisser les documents sur le bureau et je lui ai demandé de m'expliquer chaque compte, chaque garantie, chaque endroit où mon nom portait encore un poids qu'il n'aurait jamais dû porter. Pendant qu'elle lisait le dossier, son expression a changé de cette manière prudente et professionnelle que les gens adoptent quand ils essaient de ne pas paraître choqués. Il s'est avéré que j'étais lié à plus de choses que je ne l'avais même réalisé. Mon père, Richard, avait un prêt pour du matériel professionnel pour son entreprise d'aménagement paysager que j'avais co-signé 3 ans plus tôt, après qu'il eut juré qu'une mauvaise saison l'avait retardé et que le nouveau contrat couvrirait tout. Ma mère, Paula, utilisait une ligne de crédit sur valeur domiciliaire qu'elle n'arrêtait pas de qualifier de temporaire, même si les soldes ne cessaient de grimper et qu'aucune des dépenses ne me semblait temporaire. Ma sœur, Jenna, avait encore un VUS sous une structure de prêt qui n'existait que parce que mon crédit l'avait rendu possible après que son divorce eut ruiné le sien. Il y avait aussi une carte partagée liée à des dépenses professionnelles qui, curieusement, ne semblait jamais être utilisée uniquement pour les affaires. Rien de tout cela ne ressemblait plus à une urgence ponctuelle. Cela ressemblait à un écosystème, toute une famille construite sur l'hypothèse que si les choses tournaient vraiment mal, je serais là pour absorber l'impact. Le conseiller a expliqué ce qui pouvait être fait et ce qui ne le pouvait pas. Je ne pouvais pas me retirer comme par magie de toutes mes obligations avant le déjeuner, mais je pouvais entamer des demandes de libération formelle, révoquer les accès là où j'avais l'autorité. Fermer l'exposition partagée et indiquer clairement par écrit que je ne prolongerais ni ne soutiendrais rien de nouveau. C'était suffisant. J'ai signé ce qui devait être signé, j'ai demandé des copies de tout et je suis sorti en me sentant plus légère que je n'aurais dû. Mon téléphone a de nouveau vibré avant même que j'atteigne ma voiture. Cette fois, j'ai lu les messages. Mon père avait abandonné son ton vertueux. Il disait que cela était allé trop loin et me demandait ce que je pensais faire.
Ma mère disait que les familles disent des choses sous le coup de la colère et que je devais arrêter de prendre des décisions permanentes à cause d'émotions temporaires. Jenna était moins subtile. Elle a écrit qu'il ne pouvait rien refinancer sans moi et a demandé si j'allais sérieusement ruiner tout le monde pour un seul texto. Cette partie m'a presque fait rire. Un seul texto. Comme si ce message avait créé le problème au lieu de le révéler. Comme si des années d'appels tard dans la nuit, de signatures hâtives, de promesses que le mois prochain serait différent et de petits discours sur la loyauté avaient tous été normaux. Je me suis assise dans ma voiture, moteur éteint, et je me suis enfin permis de réfléchir à depuis combien de temps tout cela durait vraiment. Cela a commencé modestement, comme toujours dans ces cas-là. Un camion pour l'entreprise, parce que papa disait que cela ouvrirait de plus gros contrats commerciaux. Une carte à court terme, parce que maman disait que la maison avait besoin de réparation avant que les choses n'empirent. De l'aide pour Jenna, parce qu'elle était gênée et avait besoin d'un nouveau départ après le divorce. Chaque faveur était enrobée d'urgence et de langage familial. Juste cette fois, juste le temps que les choses se calment. Aide-nous juste à passer le mois. Et chaque fois que j'aidais, le respect diminuait tandis que le sentiment de Dieu augmentait. Il critiquait mon travail, levait les yeux au ciel devant mon emploi du temps, agissait comme si mes choix étaient égoïstes. Mais bizarrement, mon revenu n'était jamais trop égoïste quand un paiement était dû. Au moment où j'ai atteint mon bureau, j'avais 3 messages vocaux de mon père, 2 de ma mère qui n'étaient que des reniflements méprisants, et un de Jenna qui n'était rien d'autre qu'une respiration colérique avant qu'elle ne raccroche. Je les ai tous supprimés. Puis j'ai ouvert mes courriels et j'ai vu le seul message qui comptait vraiment. La banque avait confirmé la réception de mes demandes. Le processus avait commencé. Pour la première fois, il y avait une trace écrite qui m'appartenait, pas à eux. Et au fond de moi, sous tout le bruit et toute la peur qu'ils essayaient de me renvoyer, je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Ils ne paniquaient pas parce que j'avais trahi la famille. Ils paniquaient parce que l'entreprise familiale, la maison, l'image, tout cela reposait sur mon nom depuis des années. Et maintenant, cet équilibre était rompu. Le lundi matin, le silence semblait anormal. Après le flot d'appels et de messages tout le week-end, le calme soudain n'apportait aucun soulagement. C'était comme le moment où une maison devient silencieuse juste avant une coupure de courant. Je me tenais près de la salle de pause au travail, me servant un café dont je n'avais même pas envie, quand mon directeur s'est approché et a baissé la voix. Il a dit que quelqu'un m'attendait en bas et ne voulait pas partir. Il ne connaissait pas son nom, mais il a dit qu'elle avait l'air d'être à sa place. C'en était assez pour que je sache exactement de qui il s'agissait. Ma mère était assise dans le hall comme si elle était en avance pour un rendez-vous. Elle portait un manteau crème, ses cheveux étaient coiffés, sa posture parfaite, le même air qu'elle arborait aux réunions parents-professeurs quand elle voulait que tout le monde dans la pièce la croie raisonnable. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est levée et a souri comme si nous nous retrouvions pour déjeuner au lieu de nous tenir au milieu des décombres qu'elle avait contribué à créer. Elle a dit qu'elle était contente que je sois descendu parce qu'elle ne voulait pas avoir cette conversation devant des étrangers. Cela m'a presque fait rire. Elle avait exposé de nombreuses conversations privées en pleine humiliation publique lorsque cela l'arrangeait. Maintenant, soudainement, l'intimité comptait. Je lui ai dit que j'avais 5 minutes. Elle a répondu que c'était tout ce dont elle avait besoin. Puis elle a posé un épais dossier sur la table entre nous et l'a fait glisser vers moi. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de contrats de prêt, des résumés de comptes, des documents d'assurance, d'anciennes chaînes de courriel et des pages que je reconnaissais comme provenant de documents fiscaux qu'elle n'avait jamais eu la permission de conserver. Elle a tapoté la pile avec un doigt et m'a dit qu'ils avaient parlé à un avocat. Sa voix est restée douce tout le temps, ce qui rendait la situation encore pire. Elle a dit que je devais arrêter d'agir de manière émotive et commencer à penser clairement. Elle a dit qu'il y avait des responsabilités attachées à mon nom et que je ne pouvais pas simplement m'en aller parce que mes sentiments étaient blessés. Elle a dit que si j'insistais pour tout compliquer, il y avait des moyens de me compliquer la vie à moi aussi. Puis elle s'est penchée en arrière comme si cela réglait l'affaire, comme si j'étais encore la version de moi-même qui entendrait le mot avocat et se recroquevillerait. Je n'ai pas touché le dossier. Je l'ai juste regardé et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû comprendre des années plus tôt. Elle n'était pas gênée d'être là. Elle était agacée. Agacée que je l'ai forcée à quitter la sécurité de son foyer pour venir négocier avec la seule fille qu'elle supposait plierait toujours la première. Puis elle a prononcé la phrase qui a tout rendu parfaitement clair.
Elle m'a dit que j'avais fait valoir mon point de vue et qu'il était maintenant temps de rentrer à la maison et de nettoyer le désordre que j'avais commencé. Pas le désordre qu'ils avaient créé. Le désordre que j'avais commencé. C'est à ce moment-là que le peu de culpabilité qu'il me restait a commencé à s'évanouir pour de bon. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé si elle était venue pour s'excuser ou pour me menacer. Elle a cligné des yeux, presque offensée, puis a dit qu'elle était venue en tant que ma mère. Je lui ai dit que ce n'était pas une réponse. Elle a pincé les lèvres et a immédiatement changé de tactique. Soudainement, mon père était sous pression. Soudainement, Jenna tenait à peine le coup, ce qui me fit ricaner. Soudainement, la famille souffrait et j'empirais les choses au lieu d'aider. Elle a parlé de loyauté comme si c'était une dette que je devais pour toujours. Elle a parlé de sacrifice comme si cela ne comptait que lorsque cela venait de moi. Je l'ai laissé finir. Puis je me suis levé et je lui ai dit de ne plus jamais revenir à mon bureau. Je lui ai dit que toute communication future concernant les comptes ou les documents pouvait se faire par courriel. Rien d'autre. Pas de visite surprise, pas de scène, pas de pression familiale déguisée en inquiétude. Pour la première fois de ma vie, je l'ai dit sans trembler. Son visage a alors changé. La douceur a disparu. Elle m'a regardé de la manière dont les gens regardent une porte verrouillée dont ils croient encore qu'elle devrait s'ouvrir pour eux. Elle m'a dit que je commettais une erreur que je regretterais toute ma vie. J'ai dit, peut-être. Puis je suis parti et je n'ai pas regardé en arrière. Dès que je suis remonté, j'ai fermé la porte de mon bureau, je me suis assise et j'ai changé tous mes mots de passe. Banque, courriel, assurance, stockage en nuage, tout. J'ai activé les alertes à la fraude. J'ai sauvegardé des captures d'écran de chaque message. J'ai envoyé un avis écrit indiquant que je n'autoriserai aucun nouvel emprunt à mon nom, en aucune circonstance. À la fin de la journée de travail, j'avais fait plus pour me protéger en 6 heures que je ne l'avais fait au cours des 6 années précédentes. Et sur le chemin de l'appartement d'Ethan ce soir-là, une pensée m'a accompagné tout le long du trajet. Ils n'essayaient pas de réparer la relation. Ils essayaient de regagner l'accès. Je suis resté chez Ethan cette semaine-là sans le dire à personne, non pas parce que je me cachais, mais parce que j'étais fatigué de me sentir exposé. Son appartement à Scottsdale était calme d'une manière que ma vie n'avait jamais connue. Pas de porte qui claque, pas de téléphone qui explose sur le comptoir de la cuisine. Personne ne transformant une soirée normale en crise juste pour voir qui viendrait en courant. Le jeudi matin, je m'étais presque convaincu que la venue de ma mère au travail avait été leur dernier coup. Puis on a frappé à la porte un peu après 7 heures. Ethan venait de mettre en marche la cafetière. J'étais encore en chaussettes, debout dans sa cuisine, une main sur le comptoir, quand il a regardé par le Judas et s'est immobilisé. Il s'est tourné vers moi et a dit qu'une femme était dehors et demandait après moi par mon nom. Je savais déjà. Jenna se tenait dans le couloir comme si elle sortait d'une version mise en scène de sa propre vie. Cheveux coiffés, maquillage parfait, lunettes de soleil surdimensionnées relevées sur sa tête même si nous étions à l'intérieur. Elle a souri dès qu'elle m'a vu, mais ce n'était pas un vrai sourire. C'était celui qu'elle utilisait quand elle pensait que le charme fonctionnerait plus vite que l'honnêteté. Ethan a ouvert la porte juste assez pour permettre une conversation et est resté où il était. Jenna lui a jeté un coup d'œil, puis est revenue à moi et a dit qu'elle n'avait besoin que de 5 minutes. Je lui ai dit qu'elle pouvait dire ce qu'elle était venue dire ici même. Elle a soupiré comme si j'étais difficile sans raison, puis s'est appuyée contre le mur et a commencé à parler de cette voix douce et calme qu'elle utilisait toujours quand elle voulait faire paraître quelque chose de laid comme étant raisonnable. Elle a dit que tout le monde avait surréagi. Elle a dit que papa était épuisé, que maman n'avait pas dormi et que je prenais tout trop personnellement. Puis elle est passée au véritable sujet. Les créanciers avaient commencé à appeler. Un des comptes de l'entreprise était gelé. Le paiement de l'assurance de son VUS arrivait à échéance. Elle a dit que personne ne me demandait de tout arranger. Ils avaient juste besoin d'un pont de plus, d'un prêt à court terme de plus, d'une signature de plus pour pouvoir gagner du temps et se remettre sur pied. C'était presque impressionnant la façon dont elle l'a licencié. Je lui ai demandé comment elle avait trouvé l'adresse d'Ethan. Pendant une seconde, elle a eu l'air satisfaite d'elle-même. Puis elle a dit que cela n'avait pas été difficile. Je l'avais identifié dans une vieille publication une fois, et à partir de là, elle a suivi suffisamment d'indices pour le découvrir. Elle l'a dit comme si cela prouvait qu'elle était maligne,
pas qu'elle avait franchi une ligne dont la plupart des gens auraient honte. Puis elle a regardé par-dessus mon épaule dans l'appartement et a baissé la voix. Elle a demandé si Ethan savait dans quel genre de désordre je l'avais laissé. Elle a dit, les hommes aiment ce qui est facile, jusqu'à ce que la facilité devienne coûteuse. Elle a demandé combien de temps je pensais qu'il resterait une fois qu'il réaliserait ce qui venait avec moi. C'est à ce moment-là que toute trace de loyauté fraternelle s'est éteinte. Elle n'était pas là pour faire la paix. Elle était là pour me faire peur, me mettre dans l'embarras et me ramener de force dans le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je lui ai dit de partir. Elle a ri une fois et a dit que j'étais sur le point de laisser toute ma famille se noyer juste pour prouver quelque chose. J'ai dit, non, je refusais enfin de me noyer avec eux. Puis j'ai fermé la porte sur son nez. Mes mains tremblaient au moment où j'ai tourné la serrure, mais mon esprit était clair. Je suis allé directement à mon ordinateur portable et j'ai fermé les dernières choses qu'ils avaient encore connectées à moi. J'ai fermé la ligne de crédit partagée que j'avais laissée ouverte avec un solde nul. J'ai envoyé un avis écrit au comptable indiquant que je n'autoriserais ni ne couvrirais aucune dépense professionnelle à l'avenir. Je me suis retiré de tous les contacts secondaires et de secours que j'ai pu trouver. Pas de sortie en douceur, pas de fil qui dépasse. Quand j'ai eu fini, je me suis assise à la table de la cuisine d'Ethan et je lui ai tout raconté. Pas la version éditée, pas la version polie, tout. La dette, la pression, la manipulation, la façon dont ma famille avait construit sa vie sur l'hypothèse que je saignerais toujours en silence si cela leur assurait le confort. Il a écouté sans m'interrompre, puis a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Il a dit qu'il était fier de moi, non pas parce que je les combattais, mais parce que j'avais enfin cessé de me porter volontaire pour servir de plancher à des gens qui n'apprennent à se tenir debout qu'en me marchant dessus. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai cru que cela pourrait vraiment se terminer. Puis le courriel de leur avocat est arrivé le lendemain matin. Le courriel de leur avocat avait l'air sérieux jusqu'à ce que je le lise vraiment. L'objet était formel, le ton était poli, et il y avait suffisamment de termes juridiques dans 3 paragraphes pour faire paniquer la plupart des gens avant d'arriver à la fin. Mais une fois que j'ai ralenti, il était évident ce que c'était réellement. Du bruit. Une menace enrobée dans un langage coûteux. Il n'y avait rien dedans qui changeait les documents déjà en cours, rien qui ne pouvait me forcer à continuer de garantir des gens qui avaient passé des années à traiter ma stabilité comme une propriété commune. Je l'ai transféré au conseiller en prêt avec qui je travaillais, puis à mon propre avocat via le plan juridique des employés de mon travail. À l'heure du déjeuner, j'avais la réponse que j'attendais. Il pouvait retarder, il pouvait se plaindre, il pouvait essayer de me mettre la pression, mais il ne pouvait pas créer de nouvelles obligations à partir de la culpabilité et appeler cela la loi. Mon nom était déjà en train d'être retiré là où il pouvait l'être, et là où j'avais encore une exposition existante, il y avait maintenant un processus documenté me protégeant de toute action future. Je n'ai pas répondu à l'avocat. Je n'en avais pas besoin. Mon silence faisait enfin plus pour moi que toutes mes explications ne l'avaient jamais fait. Pendant un peu plus d'une semaine, tout est redevenu calme. Pas d'appel, pas de visite surprise, pas de courriel de ma mère prétendant être blessée, pas de messages théâtraux de Jenna essayant de paraître raisonnable pour une fois. Cela aurait dû ressembler à la paix. Au lieu de cela, cela semblait contrôlé, comme s'ils retenaient tous leur souffle quelque part en coulisses. Puis les messages ont commencé à venir d'autres personnes. Le premier venait d'une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle disait qu'elle avait entendu dire que je traversais une période difficile et voulait s'assurer que j'allais bien. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire et après une longue pause, elle a admis que ma mère avait dit aux gens que j'étais instable, dépassé et que je prenais des décisions financières imprudentes parce que j'étais sous le coup d'un stress émotionnel. J'ai littéralement regardé l'écran et j'ai ri. Ils étaient passés de m'appeler égoïste à me qualifier de fragile, confuse, pas moi-même. C'était presque élégant d'une manière pathétique. S'ils ne pouvaient pas me faire entrer dans le rang par l'intimidation, ils essaieraient de me discréditer à la place. 2 jours plus tard, une femme de l'église où j'ai grandi m'a envoyé un message disant qu'elle avait vu mon père dans une épicerie et qu'il avait l'air maigre et épuisé. Elle a dit que le chagrin se lisait sur son visage. Elle m'a dit que la vie était courte et que la famille était tout. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé. J'en avais fini de laisser des gens qui connaissaient 10% de l'histoire parler avec 100% de certitude. Et pendant qu'ils essayaient de me transformer en méchante, quelque chose d'inattendu se produisait. Ma vie devenait plus facile. Pas d'une manière grandiose et cinématographique,
mais de toutes les petites manières qui comptent le plus. Mon salaire durait. Mon compte a cessé de chuter à cause de transferts mystérieux et de sauvetages de dernière minute. Ma poitrine a cessé de se serrer chaque fois que mon téléphone vibrait. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Ethan et moi nous sommes installés dans un rythme qui semblait presque suspectement sain. Nous partagions les courses. Nous préparions le dîner. Nous regardions de terribles séries policières et nous nous disputions pour savoir qui était le tueur. Personne n'exigeait rien de moi, sauf si c'était mon tour d'aller chercher le café. Ce genre de normalité me paraissait ennuyeux avant. Maintenant, cela me semblait luxueux. Puis un soir, le téléphone d'Ethan a vibré alors que nous mangions des plats à emporter sur le canapé. Il a regardé l'écran, a froncé les sourcils et me l'a tendu. C'était une annonce immobilière que quelqu'un lui avait envoyée parce qu'il avait reconnu l'adresse. La maison de mes parents. Les photos semblaient pires que ce à quoi je m'attendais. Des pièces à moitié vides, de l'herbe morte, le genre de langage dépouillé que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas dire vente désespérée à voix haute. Offre en espèces uniquement, prix en dessous du marché. Je l'ai regardé pendant un long moment sans rien dire. Cette maison avait avalé tellement de mon argent, de mon énergie et de ma culpabilité que la voir réduite à une annonce sur un écran aurait dû être satisfaisant. Ce ne l'était pas. C'était clarifiant. Je n'avais pas détruit leur vie. J'étais sorti de la machine qui la maintenait à flot. Tout le reste n'était que la gravité. Je pensais que ce serait le moment où ils comprendraient enfin que j'étais parti pour de bon. J'avais tort. 3 nuits plus tard, ma mère m'a envoyé le plus long courriel à ce jour. Et cette fois, elle n'était pas du tout en colère. Elle était désespérée. Le courriel de ma mère commençait avec le genre de douceur qu'elle n'utilisait que lorsque la colère avait échoué. Elle disait que je lui manquais. Elle disait que la maison ne ressemblait plus à un foyer. Elle disait que mon père n'était plus lui-même depuis des semaines et que tout avait empiré plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Au deuxième paragraphe, elle réécrivait déjà l'histoire. Elle disait qu'ils avaient tous dit des choses qu'ils regrettaient. Elle disait que les familles se blessent parfois. Elle disait que personne n'avait voulu que les choses aillent aussi loin. Puis, comme prévu, la vraie raison est apparue. Les paiements étaient en retard. La maison leur glissait entre les doigts. L'entreprise de mon père était réduite à presque rien. Jenna se noyait dans des factures qu'elle ne pouvait pas couvrir. Elle disait qu'il n'avait nulle part où se tourner et terminait le tout avec la phrase que j'aurais dû attendre depuis le début. Elle disait que j'avais toujours eu un grand cœur. Peut-être que juste pour cette fois, je pourrais reconsidérer ma décision. J'ai lu le courriel 2 fois et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une sorte de clarté lasse. Il n'y avait toujours pas d'excuse pour ce qu'ils avaient réellement fait. Pas d'aveu qu'ils avaient utilisé mon nom comme filet de sécurité. Pas de reconnaissance que me couper les ponts avait été une menace, pas une décision prise dans la douleur. Ils ne me contactaient pas parce qu'ils avaient changé. Ils me contactaient parce que le coût de la perte d'accès à moi était finalement arrivé à échéance. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé le courriel, posé mon téléphone et je suis retourné travailler. 2 jours plus tard, en rentrant chez moi, je suis passé devant la maison. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais une preuve. Peut-être qu'une partie de moi avait encore besoin de voir de mes propres yeux que la vie qu'ils avaient construite sur mon dos était vraiment en train de s'effondrer. L'endroit paraissait plus petit que dans mon souvenir. Le jardin de devant était sec. Les stores étaient de travers. Il y avait une pancarte à vendre légèrement inclinée. Le genre de détail discret qui vous dit que personne n'entretient vraiment les lieux. Pas de voiture dans l'allée. Pas de lumière à l'intérieur. Cela aurait dû être dramatique, mais ce ne l'était pas. Cela semblait terminé. Je suis resté assise sur le bord du trottoir pendant moins d'1 minute, puis je suis reparti. Je me suis dit que c'était la fin. Je me suis dit qu'ils étaient à court de coups. Ce dimanche-là, Ethan et moi sommes rentrés d'un court voyage juste avant le coucher du soleil. Nous étions allés dans le nord pour le week-end pour sortir un peu de la ville, et pendant près de 2 jours complets, j'avais réussi à ne pas penser du tout à ma famille. Nous transportions des sacs de courses de la voiture quand je les ai vus, debout devant l'entrée de l'immeuble. Mes parents. Ma mère tenait une boîte en carton contre son manteau comme si elle était fragile. Mon père se tenait à côté d'elle, les mains dans les poches, l'air plus vieux qu'1 mois auparavant.
Je me suis arrêté de marcher. Ethan m'a regardé et m'a demandé à voix basse si je voulais qu'il reste. J'ai dit oui. Quand nous nous sommes approchés, ma mère a essayé de sourire. Elle a dit qu'il n'était pas là pour se disputer. Elle a dit qu'il voulait juste parler 1 minute. La boîte était pleine d'objets de mon ancienne chambre. Des photos d'école, une médaille d'athlétisme, une carte d'anniversaire que je m'étais faite une année parce que personne ne s'en était souvenu avant tard dans la nuit. Quelques dessins, une pile de vieilles photos. Ma mère a dit qu'il déménageait dans plus petit et pensait que je devrais avoir les choses qui m'appartenaient. La façon dont elle l'a dit semblait presque gentille, mais je savais mieux. Rien dans ma famille n'avait jamais été donné sans quelque chose en retour. Elle a commencé à parler avant que je puisse dire un mot. Elle a dit qu'ils essayaient. Elle a dit qu'ils avaient fait des erreurs. Elle a dit que personne n'avait bien géré tout cela. Mon père a ajouté que la vie était devenue très dure très rapidement. Puis il en est venu au fait. On leur avait refusé 2 locations. Leur crédit était fichu. Ils avaient besoin d'aide pour être approuvés pour un logement temporaire jusqu'à ce qu'ils puissent s'organiser. Juste une signature, juste quelque chose pour les aider à retomber sur leurs pieds. Je les ai regardés tous les deux et j'ai réalisé que même maintenant, après tout, ils croyaient encore que la bonne combinaison de souvenirs, de pression et de besoins me ferait rentrer dans le rang. Ma mère a demandé si je voulais vraiment les laisser comme ça. Mon père a dit que la famille était censée être là quand les choses allaient mal. Cela m'a presque coupé le souffle. Je lui ai demandé si c'était ce qu'il pensait avoir fait quand il avait envoyé le message me disant de ne plus jamais me montrer. Aucun d'eux n'a répondu. Ma mère a essayé de pleurer, mais même cela semblait retardé, comme une réplique qu'elle avait manquée et essayait de rattraper. Elle a dit qu'ils étaient contrariés. Elle a dit qu'ils ne le pensaient pas de la façon dont cela avait sonné. Je lui ai dit que c'était ça le problème. Ils le pensaient exactement de la façon dont cela avait sonné. Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que je les croie. Puis j'ai dit non. Calmement, clairement. Pas de cris, pas de larmes, pas de discours sur toutes les années qu'ils m'avaient prises. Je leur ai dit que je ne signerais rien d'autre. Ni pour un bail, ni pour un prêt, ni pour une carte, pour rien. Ma mère a demandé si je les détestais. J'ai regardé la boîte dans ses bras, puis les 2 personnes qui avaient passé des années à confondre l'amour avec l'accès, et je lui ai dit la vérité. J'ai dit, non, la haine demande de l'énergie, et j'en ai fini de dépenser la mienne pour vous. Mon père m'a regardé fixement comme s'il attendait que je m'adoucisse à la dernière seconde. Je ne l'ai pas fait. Après un long silence gêné, ma mère a posé la boîte près du mur. Puis elle s'est retournée et est partie. Mon père l'a suivie sans un mot de plus. J'ai laissé la boîte dehors cette nuit-là, et toute la journée suivante. À ce moment-là, je savais déjà quelque chose qu'ils ignoraient. Ils venaient d'épuiser leur dernière chance de me faire sentir responsable de la vie qu'ils avaient construite sans jamais se soucier de ce que cela me coûtait. J'ai jeté la boîte 2 jours plus tard. Non pas parce qu'il n'y avait rien d'important dedans, mais parce que j'avais enfin compris que les souvenirs ne sont pas la même chose que l'amour. Et j'en avais fini de laisser des objets faire le travail que le vrai remords n'a jamais fait. Après cela, le silence a changé. Il a cessé d'être tendu et a commencé à être pur. Les semaines ont passé, puis les mois. Personne n'a frappé à la porte. Personne n'a trouvé un nouveau numéro pour m'appeler. Personne n'a envoyé un autre courriel d'avocat déguisé en pouvoir. Quelle que soit la conviction à laquelle mes parents s'accrochaient, la conviction que je finirais par craquer, elle était finalement morte. J'ai eu de leurs nouvelles comme on a des nouvelles de personnes qu'on a connues dans une autre vie. Par quelqu'un d'autre, par un commentaire au hasard, par un nom apparaissant là où il ne le ferait pas normalement. Mon père a fermé définitivement l'entreprise après avoir vendu le matériel qui lui restait. Ma mère a commencé à faire du travail de bureau à temps partiel et du gardiennage pour de l'argent comptant. Jenna est retournée vivre avec eux après que son entreprise de location pour événements a fait faillite sous les frais de retard, les paiements manqués et une promesse de trop qu'elle ne pouvait pas tenir. Tous les 3 ont fini dans une petite location en périphérie de Mesa, le genre d'endroit où aucun d'eux n'aurait admis vivre quand j'étais encore là, payant pour des morceaux de la vie qu'ils pensaient mériter. J'aimerais pouvoir vous dire que je me sentais triomphante. Ce n'était pas le cas. Ce que je ressentais était quelque chose de mieux. De la distance. Celle qui vous permet de voir la vérité sans avoir besoin de la crier. Ils ne se sont pas effondrés parce que je les ai ruinés.
Ils se sont effondrés parce que j'ai cessé d'interrompre les conséquences. Et une fois que j'ai vu cela clairement, quelque chose en moi s'est apaisé pour de bon. Ma propre vie continuait d'avancer dans la direction opposée. J'ai eu une promotion cet automne-là. Pas dans une scène de film spectaculaire avec des applaudissements et un bureau d'angle, mais de la manière réelle qui comptait. Plus de responsabilités, un meilleur salaire. Mon nom sur un travail qui m'appartenait, pas sur une dette qui appartenait à quelqu'un d'autre. Ethan et moi avons signé un bail pour un endroit plus lumineux avec de plus grandes fenêtres et une cuisine où nous aimions tous les deux être. J'ai commencé une thérapie et j'ai continué assez longtemps pour arrêter de dire des choses comme peut-être que j'ai surréagi et commencer à dire ce qui était vrai. J'avais été utilisé. On m'avait entraîné à confondre la culpabilité avec le devoir et l'épuisement avec l'amour. J'avais été récompensé pour m'être sacrifié et puni chaque fois que je demandais à être traité comme une personne au lieu d'une solution. Une fois que j'ai appris à dire cela à voix haute, j'ai aussi appris autre chose. Les limites ne détruisent pas les relations saines. Elles ne dérangent que celles qui dépendaient de votre absence de limites. C'était la leçon que personne dans ma famille n'a jamais voulu que j'apprenne. Quelques mois plus tard, en déballant une caisse de rangement que je n'avais pas ouverte depuis des années, j'ai trouvé un vieux carnet de mes débuts de vingtaine. À l'intérieur se trouvait une page que j'avais écrite après une des nombreuses nuits où j'avais payé une facture en faisant semblant que cela ne me faisait pas mal. C'était une liste de phrases que je n'avais jamais eu le courage de dire. Je ne suis pas votre plan de secours. Je ne suis pas égoïste de vouloir la paix. Vous n'avez pas le droit d'appeler ça de l'amour quand ça n'apparaît qu'après que j'ai dit oui. Je me suis assise par terre et j'ai lu ces lignes pendant un long moment. Puis j'ai plié la page en deux et je l'ai jetée à la poubelle. Je n'avais plus besoin de porter ces mots justes pour prouver que je leur avais survécu. C'est la partie que personne ne vous dit. La guérison n'est pas bruyante la plupart du temps. Elle ne ressemble pas toujours à la vengeance ou à la clôture ou à un discours parfait qui laisse tout le monde stupéfait dans l'allée. Parfois, elle ressemble à payer ses propres factures à temps, à dormir toute la nuit, à faire confiance à une pièce calme, à rire sans vérifier son téléphone, à laisser les personnes qui n'aimaient que votre utilité vivre sans accès à vous. S'il y a une leçon à tirer de ce qui s'est passé, c'est celle-ci. Être quelqu'un dont on a besoin n'est pas la même chose que d'être aimé. Certaines familles appelleront votre sacrifice de la loyauté tant qu'elles en bénéficieront. Certaines personnes qualifieront vos limites de cruelles parce que votre obéissance leur facilitait la vie. Mais se protéger n'est pas de la cruauté. Refuser d'être utilisé n'est pas de la trahison. Et s'éloigner des personnes qui ne cessent de vous apprendre que votre valeur dépend de ce que vous pouvez porter pour elles est parfois la chose la plus honnête que vous ferez jamais. Je n'ai pas retrouvé ma famille. La vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment eu la version d'eux que j'essayais sans cesse de mériter. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu me donner de toute façon. La paix. Une vie avec des serrures qu'ils ne pouvaient pas crocheter. Un avenir qui ne commençait pas par des excuses pour se terminer par une autre facture. Il pensait qu'envoyer ce message m'effacerait. Au lieu de cela, il a dépouillé la dernière illusion que j'avais sur qui ils étaient. Ils ont perdu l'accès à mon nom, à mon argent et à mon silence. J'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. Je suis finalement devenu quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus utiliser.